Bonjour à toutes et à tous et très bonne année 2023. Bon, pour bien démarrer cette année, notre premier webinaire abordera un sujet qui perturbe fortement les organisations industrielles. Il s'agit des manquants. Parfois appelés shortages ou missing parts, suivant les organisations, ils sont souvent à la source de désorganisation qui impactent à la fois les coûts, la qualité, le délai, mais également le moral des équipes qui dépensent leur énergie en consolidation diverses, et ce, par manque de routine métier dans beaucoup de RP. Partant de ce constat et après avoir positionné la problématique des manquants dans le paysage supply chain aéronautique, nous allons découvrir comment le département Safran MRO s'est organisé pour mieux faire face aux défaillances des fournisseurs et réduire drastiquement ces aléas de production. Vous penserez à poser vos questions via le chat pendant le webinaire et je vous retrouve en fin de webinaire avec l'ensemble de l'équipe pour répondre à vos questions. François, c'est à toi. Bonjour à tous, François Maisonneuve, je suis associé du cabinet KEA. Je vais faire une courte introduction avant de laisser la parole à Paul qui va vous présenter ce qui a été fait chez Safran. Rapidement, sans faire trop de promotion, donc KEA, on est un cabinet de conseil et on accompagne les entreprises industrielles sur des questions de stratégie, d'opération, de performance de leurs opérations et de transformation digitale. On est à peu près 300 consultants en France. Point d'introduction, donc quelques constats sur la supply chain aéronautique que certains d'entre vous connaissent très bien et vivent au quotidien. La supply chain aéronautique doit faire face à un certain nombre de facteurs de complexité. Très rapidement, des nomenclatures complexes, des lead times particulièrement élevés, un tissu fournisseur très large, à la fois en nombre de fournisseurs, mais également qui intègre des fournisseurs de tailles diverses, notamment des plus petits, lesquels sont soumis à des questions et des enjeux de maturité assez délicates et des flux extrêmement compliqués. Par ailleurs, comme vous le savez, dans la filière aéronautique, le modèle de monosourcing est un peu le modèle dominant et ça n'offre pas suffisamment de marge de manœuvre pour faire face aux aléas. Les dispositifs industriels et logistiques sont rigides en raison des investissements, en raison de la qualification des sites. Il est assez difficile de se doter de plusieurs outils industriels pour une même production. Et puis enfin, sans parler des aléas, vous faites face à une demande particulièrement instable. Et comment cela se traduit sur la performance de votre supply chain? Premièrement, c'est une sous-performance structurelle, une sous-performance opérationnelle structurelle en ce qui concerne les lead time, en ce qui concerne la performance et la capacité à respecter les délais de livraison. Et puis, bien évidemment, ça se traduit également par des encours, donc des montants immobilisés très importants. Ça se traduit également par un coût élevé de la fonction supply chain. Si on regarde un peu plus dans le détail, dans certains départements, dans certaines équipes, le sujet qu'on va traiter aujourd'hui, qui est la chasse aux manquants, peut représenter jusqu'à 30 à 40% de la charge de travail. Donc, dans certaines équipes, 30 à 40% des effectifs est consacré à la chasse aux manquants. Et on y reviendra par la suite. Dernier point, et comme le précisait Philippe, ces difficultés à gérer la supply chain posent une question majeure en matière d'attractivité des métiers que vous proposez, et donc une question qui concerne la rétention de vos collaborateurs et puis une question qui concerne également votre capacité à recruter. Et cette faible attractivité, elle est liée au stress, lié à la gestion de ces problèmes, à la faible valeur ajoutée. Donc, on en reparlera, mais par exemple, beaucoup de travail manuel, beaucoup de fichiers Excel, beaucoup de saisie et de ressaisie, et donc un travail en synthèse faiblement automatisé et digitalisé. Par rapport à ces enjeux, à ces problèmes, qu'en est-il des outils, des systèmes d'information utilisés par les équipes supply chain? De façon très synthétique, aujourd'hui, le système d'information des opérations, le système d'information des fonctions supply chain, il est très organisé
autour, alors on va dire de l'ERP, des ERP et puis de quelques outils backbone. Et ce que l'on constate, alors on le constate bien évidemment dans l'aéronautique et on peut le constater dans d'autres secteurs, c'est que cette structure du système d'information pose un certain nombre de questions. Je pense que le premier, c'est que la vocation, l'objectif de l'ERP n'est pas de résoudre des problèmes opérationnels, mais c'est une promesse d'intégration de solutions uniques, de process, de transactions. Et donc, lorsqu'il s'agit de régler des problèmes opérationnels, d'accord, ces outils-là posent un certain nombre de problèmes, de questions en matière de flexibilité, en matière de simulation, en matière d'ergonomie pour les équipes, en matière d'UX, donc d'expérience des collaborateurs, et bien évidemment d'exploitation des données existantes. Et là, en réalité, donc j'ai démarré en vous disant que le système d'information supply est plutôt ERP-driven, et vous savez en réalité qu'il est Excel-driven dans pas mal de cas. Donc, tout cela se termine par des fichiers Excel complexes, risqués, et qui n'apportent pas finalement des réponses suffisantes pour traiter vos problèmes opérationnels. Or, qu'est-ce que l'on constate en ce moment? C'est que vous avez un certain nombre de solutions dites 4.0. Donc 4.0, je mets derrière 4.0 l'exploitation des données pour apporter de la valeur ajoutée, pour régler des problèmes dans les opérations. Donc, vous avez des solutions 4.0 qui sont en train de se développer rapidement et avec des offres très intéressantes en matière de valeur ajoutée. Alors aujourd'hui, on va parler de Pelico, qui est une offre qui apporte beaucoup de valeur ajoutée aux équipes. Il y en a plein d'autres. Et si vous vous intéressez un petit peu à ce sujet, vous verrez que vous avez pas mal d'acteurs en ce moment, d'investisseurs qui se tournent vers les solutions dites Industrie 4.0. Donc, c'est un secteur qui attire de plus en plus de monde, notamment des investisseurs. Ces solutions 4.0, en fait, l'idée, c'est de dire l'ERP n'est plus au cœur du système d'information des opérations. L'ERP est un des composants, comme d'autres outils backbone, par exemple le MES, est un des composants du système d'information qui génère un certain nombre de données qui peuvent être exploitées par ce qu'on appelle des applications, donc des solutions digitales très spécialisées, donc qui vont traiter un nombre limité de problèmes opérationnels, avec bien évidemment une ambition et un objectif de valeur ajoutée. Et finalement, qu'est-ce qu'elles offrent ces solutions par rapport au système d'information classique que vous connaissez tous? Elles offrent le fait d'être prévues pour exploiter au mieux les données existantes dans les systèmes d'information de l'entreprise. Elles sont prévues pour, donc c'est l'idée de collaborateur centricity, pour adresser des problèmes opérationnels rencontrés par les collaborateurs. Elles sont également prévues pour offrir aux collaborateurs, c'est l'idée de collaborateur expérience ou d'UX, pour offrir aux collaborateurs une solution qui soit, et je vais utiliser le terme à dessein, qui soit désirable, d'accord? Donc qui soit des solutions qui soient proches de ce que vos collaborateurs, de ce que vous utilisez dans la vie de tous les jours. Et puis ensuite, ce sont des solutions qui sont conçues pour être simples en matière d'intégration dans le système d'information et dans l'infrastructure IT des entreprises, simple en matière de démarrage, en matière de formation et simple également en matière de test. Ça veut dire l'idée est quand même bien de pouvoir, ce que vous ne pouvez pas faire généralement avec vos outils plus lourds, backbone type ERP, c'est d'essayer une solution et puis si malheureusement elle ne convient pas à votre problème, de pouvoir en essayer une autre sans avoir engagé des montants trop importants. Dernière chose, et ça c'est des sujets qui nous intéressent particulièrement, nous consultants, c'est que si on se projette un petit peu, le développement de cette solution 4.0 remet fortement en cause
des principes d'organisation des activités industrielles et des activités de support et des principes de management. Je vais en citer quelques-unes, ce sont des illustrations, il y en a d'autres. La mise à disposition de solutions digitales à tous les niveaux des organisations, et y compris sur le terrain, pour des gens qui ont des responsabilités, des activités très opérationnelles, pose la question de leurs compétences, de leur capacité à utiliser les solutions, à les utiliser au mieux et à exploiter l'information qui est mise à leur disposition. Ça pose également la question de l'autonomie. Je ne vais rien vous apprendre, hein, les activités industrielles sont encore lourdement impactées, structurées par l'histoire de l'industrie, et donc on est plutôt dans une logique de travail prescrit, encore beaucoup. Or, ces solutions, en fait, nécessitent de reconcevoir cette idée et de développer fortement l'autonomie, car il ne s'agit pas de mettre à disposition d'équipes opérationnelles des outils, mais de ne pas leur donner, de ne pas créer les conditions pour qu'elles puissent les utiliser au mieux. Ensuite, il y a un point qui est assez intéressant, c'est surcharge cognitive versus pénibilité. Les industriels ont énormément travaillé sur la pénibilité, y compris la pénibilité physique. Est-ce que les industriels se posent suffisamment bien la question de la surcharge cognitive liée au fait qu'on va alimenter avec beaucoup plus de données et d'informations des équipes et qu'il faut s'assurer qu'elles soient capables de gérer ça. Et puis, dernier point, et ce n'est pas le moindre, le déploiement des solutions 4.0 pose une question majeure en matière de structure des organisations et en particulier de responsabilité du management intermédiaire. C'est une vieille question dans les activités industrielles, en particulier dans l'aéronautique, mais qui devient extrêmement critique dans le cadre des évolutions 4.0. Donc, que demande-t-on demain au management intermédiaire dans la mesure où on est capable de doter des opérationnels d'un certain nombre d'informations et de moyens pour être très autonomes dans la conduite de leur travail. Voilà ce que je voulais vous dire et je laisse la parole à Paul pour vous présenter le cas Safran. Bonjour à tous, donc je suis Paul Gélis. Je suis donc aujourd'hui le responsable produit au niveau de Safran Aircraft Engine, au niveau du CEI des pièces tournantes. Mais j'interviens aujourd'hui dans le cadre de mon précédent poste où j'étais le responsable du shop MRO à Safran Transmission System. Et c'est dans ces fonctions que j'ai mis en place une solution digitale avec la société de Pellico. Je vais vous commencer par vous donner un petit peu de contexte vis-à-vis de Safran Transmission System et le shop MRO, puis un peu de contexte sur ce projet et ses attentes, et je basculerai directement dans l'application pour vous montrer le résultat en live sur l'outil. Donc Safran Transmission System, c'est le leader mondial des transmissions de puissance mécanique. L'accessory drivetrain, donc l'ADT, ou le système d'entraînement d'accessoires, c'est un ensemble mécanique et systématique qui permet de prélever l'énergie du moteur pour le transmettre à des équipements essentiels au fonctionnement de ce module-là, et y compris au fonctionnement de l'avion. Hein, donc c'est de la distribution d'huile, hydraulique, de carburant et électrique. Aujourd'hui, Safran Transmission System est sur 3 marchés, du civil en termes avion et militaire, et sur de l'hélicoptère. Et l'info que je voulais vous donner, en fait, c'est à peu près le chiffre d'affaires est à peu près dans l'ordre de 500 millions d'euros d'année. On est à peu près revenu à ce qu'on avait avant Covid. J'insistais sur ce chiffre d'affaires, c'est pour faire le lien avec le centre d'excellence de la maintenance, donc le shop MRO, pour dire qu'il représente un peu moins de 20% du chiffre d'affaires en 2021. Et donc, c'est une petite PME dans Safran Transmission System qui s'occupe de la réparation des modules développés par Safran Transmission System. Donc, c'est un atelier qui connaît
une forte croissance parce que malgré la crise Covid, on a fait plus 25% d'augmentation de notre chiffre d'affaires. Et en plus, l'activité de la maintenance génère aussi beaucoup d'EBIT. Et donc, il y a un regard attentif sur ce sujet. Ça a augmenté en termes de chiffre d'affaires et ça a aussi augmenté en termes d'effectifs parce que pour répondre à cette demande, on a augmenté fortement nos recrutements et nos capacités et on continue de le faire actuellement. Je voulais vous donner un tout petit point d'organisation et de vocabulaire. On est organisé en gates. Donc en fait, on a découpé la shop visite d'un module en réparation en différentes gates qui reprend de manière le cycle et la gamme type d'un module qui rentre dans notre atelier de réparation. Donc c'est comme votre voiture au garage, vous l'amenez pour faire une visite. La gate 1, ça va être, on va démonter les pièces qui font partie de la visite, on va les inspecter et on va faire un devis technico-commercial au client. Ça, c'est la première étape qui permet de très rapidement savoir quelles sont les pièces qui sont impactées et vis-à-vis du client, quel est le coût de sa réparation. La deuxième étape, c'est la gate 2, qui va être l'atelier où on va réparer les pièces individuelles qui sont réparables et on va recompléter par des pièces neuves les pièces qui ont été scrappées. L'idée, c'est de donner un module complet pour entrer dans la gate 3 qui va s'occuper du remontage et de la livraison du module. Et donc, vous l'avez compris, par rapport au webinaire d'aujourd'hui, eh ben, on va regarder spécifiquement plutôt la partie gate 2 qui va faire un zoom sur la réparation et le recomplètement. Maintenant, pour donner un peu plus de contexte sur ce projet, en collaboration avec Pellico, je voulais vous donner 3 clés, ressources clés qui impactent notre shop et qui nécessitent une forte attention. Donc, il n'y a pas de priorité entre ces différentes ressources clés, mais bien sûr, la gestion de la disponibilité des pièces est clé. Quand on est un shop dans la maintenance aéronautique, l'objectif, c'est de livrer le client, de lui fournir son module le plus rapidement, et donc d'avoir des solutions de pièces neuves ou réparées, et la clé pour obtenir une satisfaction client. Derrière, il faut bien sûr avoir des ressources compétentes, flexibles et disponibles sur les différents postes de travail, et donc les compétences clés, que ce soit d'atelier ou même supply, engineering, sont importantes et à regarder. Et le troisième point, bien entendu, c'est de travailler sur notre organisation, sur nos différents outillages pour mener à bien tout ce que nous devons faire pour réparer ces modules. Et le point que je voulais vous remonter par cette petite planche, c'était de vous dire qu'on n'a pas choisi de faire un projet digital comme ça, qui est sorti un peu de nulle part. C'est ce projet digital, il est bien intégré dans une démarche globale pour maximiser les gains. Et donc, ce projet, il est arrivé pour accélérer notre performance opérationnelle en lien avec tous les autres chantiers. Et donc, c'est parce qu'on a travaillé sur notre implantation, parce qu'on a travaillé sur notre organisation et nos process, qu'on a travaillé aussi sur les compétences de nos équipes, et que ce projet digital prend tout son sens pour améliorer la performance de notre atelier. Donc là, on va rentrer dans un peu plus de détails pour vous donner un petit peu de vision sur les différents challenges et la complexité du shop. Donc là, on est dans la brique supply chain. Donc, on est à peu près une équipe de 6 personnes qui géraient, donc que ce soit du magasin jusqu'à les approvisionneurs et les gestionnaires de flux, avec le responsable qui est inclus dans l'équipe. Voilà, donc on a à peu près un WIP qui était dans Excel, avec à peu près plus de 1000 objets qui étaient suivis de manière dans ce WIP. Une mise à jour des statuts du WIP à plus de 50 par jour, ça se concrétise par des différents passages de gate ou des modifications de la planification. Et puis après, on avait vraiment des points bien spécifiques liés à un shop,
je vous ai expliqué qu'on était organisé en gates, donc ça fait beaucoup de données sur ces gates-là. Une fois qu'on a lancé en réparation, on va avoir énormément d'ordres de réparation individuels à chacune des pièces, donc il faut faire un suivi de ces ordres de réparation. On a tout un suivi spécifique avec les retours de l'engineering. Donc, comme on est en réparation aéronautique, on fait des dérogations et il faut qu'elles soient validées par l'engine owner. Et donc, ça, c'est tout un processus qui peut impacter notre plan de relivraison vis-à-vis du client. Et comme on fait de la réparation, le client, il a un délai de décision. Et ça peut avoir un impact sur nos délais de livraison et notre organisation. Voilà, si un client ne nous a pas répondu, on va peut-être pas lancer toutes ces réparations, on va peut-être pas leur faire avancer sa pièce, on va prioriser par rapport à d'autres. L'objectif principal de ce projet, notre indicateur de tête, c'est l'OTD. C'est celui qui est attendu par le client, c'est celui-là qui est regardé par le client en priorité. On ne l'a pas choisi dans le cadre du projet comme indicateur de tête parce que énormément de choses touchent à l'OTD. C'est pour ça qu'on a choisi de suivre d'autres indicateurs que je vous montrerai un peu plus tard. L'autre point sur la spécificité de ce projet, et pour que vous ayez conscience, il y a de ce qui joue dans la gestion de notre supply chain au niveau de notre atelier de réparation, c'est deux caractéristiques. La première, il y a une caractéristique d'incertitude. Il y a une variabilité de la planification. On attend des accords clients. Le client nous annonce qu'il va nous envoyer certains modules, ça ne va pas être les mêmes. Donc, que ce soit en entrée ou en cours le module, quand il est en cours dans notre atelier, on peut avoir des aléas ou des attentes qui vont arrêter des pièces. Et il va falloir jongler avec ça, qui est un facteur qui amène beaucoup de variations dans notre planification. Ou un autre cas, on démonte un module de manière partielle et puis on découvre quelque chose qui nécessite d'aller plus loin, donc qui nécessite plus de capacité. Voilà, ça peut avoir un impact sur notre planification. Le deuxième point, c'est la réactivité. Il faut décider très rapidement sur des changements de programme et des situations très diverses. Et donc, ma petite équipe de supply chain à l'époque, avant qu'on mette en place cette solution, en fait, pour aller vite, elle ne pilotait qu'une partie de l'encours et elle se focalisait sur un horizon très restreint pour décider. Pour vous donner un exemple concret du temps qui était passé, pour faire une analyse sur une famille de pièces, donc sur des modules par exemple sur une famille d'une dizaine d'ordres de modules en cours dans notre atelier, il fallait à peu près 1 heure d'analyse. 7 transactions dans SAP, utiliser 22 tables, faire des copier-coller avec des fichiers Excel sur lesquels qu'on utilisait pour notre WIP, pour donner une visibilité à notre administration des ventes ou nos Customer Account Managers sur la vision sur votre famille de programmes. Et cette analyse-là, elle était valable qu'au moment où on la sortait, le lendemain, ça avait évolué parce qu'on avait peut-être reçu une pièce, on en avait peut-être consommé une de plus, et donc ça n'avait de valeur qu'au moment où on la sortait. Donc, avec notre augmentation de charge, en fait, on arrivait à un moment où c'était plus possible de continuer de travailler comme ça, et donc de travailler sur ce projet-là avec Pellico était pour nous un moment nous permettant de franchir le cap et de continuer à augmenter notre activité tout en améliorant notre performance opérationnelle. Un petit point sur nos attentes sur ce projet, c'est quelque chose qui s'est construit vraiment dans le temps, mais qui fait beaucoup de sens et qui a donné beaucoup de sens dans la construction de la solution. Tout repose, et tout ce travail-là, il a reposé sur les données et sur nos processus. Donc, on a d'abord travaillé sur nos processus supply chain pour mettre en œuvre cette solution. Donc, c'est complètement intégré dans nos processus. Et les données, il a fallu travailler sur ces données parce que quand on commence à avoir un outil qui est performant,
eh ben, il faut que la qualité de la donnée soit bonne pour qu'on en retire toute la saveur. Et ça, c'est quelque chose qui s'est fait de manière naturelle. Et petit à petit, les équipes, en fait, se sont, par la bascule, et quand on a basculé dans l'outil, ben les équipes se sont attelées à rendre l'outil et les données propres pour avoir une meilleure utilisation de l'outil et une meilleure performance. Ça, c'est vraiment quelque chose qui a été clé dans le projet. J'étais assez sceptique au démarrage et franchement, j'ai été conquis par cette démarche agile de vite mettre en place un outil pour qu'on travaille sur nos données et qui a permis derrière de travailler sur les autres étages de cette pyramide. Ben, le deuxième point, c'est donner de la visibilité et mettre en collaboration les différentes équipes. Donc, on est organisé au niveau de Safran Transition System et dans notre shop par un management via des QRQC, qui sont des réunions quotidiennes avec différents niveaux de points. Donc, par exemple, dans le shop, le premier niveau de QRQC était au niveau des gates. Et au niveau du shop, j'avais un QRQC niveau 2. Et l'idée, c'est que chacun traite ses problèmes au niveau de sa gate et que s'il y a des difficultés pour traiter un sujet, on l'escalade et c'est le QRQC supplémentaire où il y a plus de responsabilités ou plus de moyens qui vont décider ou pas comment traiter, qui vont orienter le traitement de ces problèmes-là. Et donc, on a intégré, et il fallait que la présentation de l'outil puisse nous donner des synthèses qui soient exploitables dans ces QRQC, dans notre système de management de notre performance, pour centraliser, que ça devienne l'unique source de données pour tous les contributeurs. Donc, pour le shop, pour les administrations des ventes qui discutent avec les clients, pour les CAM, pour l'engineering, c'est devenu le centre névralgique. Et l'objectif aussi, c'était de travailler sur la valeur ajoutée des équipes. Un approvisionneur ou un responsable GP qui passe 1 heure de son temps pour donner de la vision sur une famille de pièces, qui est valable juste au moment où il va la sortir, eh ben, il va passer 1 heure. Si on est capable de lui donner ça en 5 minutes, il va gagner 55 minutes de son temps pour pouvoir prendre des décisions au lieu de construire les données pour décider. Donc, ça a été vraiment voilà, l'objectif de comment l'outil peut nous permettre de rendre, d'utiliser les équipes sur leurs compétences et non dans leur capacité à mettre en œuvre la donnée pour prendre des décisions. Ben, l'étape d'après, c'est comment on robustifie notre planning et proposer différents scénarios. Donc là, l'objectif, c'est comment on peut avoir de manière rapide et instantanée un visuel, des informations sur voilà, il y a une date qui est passée dans le passé, comment je la replanifie, j'ai des pièces, j'ai des besoins pièces et j'ai pas fait de commande pour avoir des pièces neuves pour les remplacer, comment avoir des alertes, voilà, qui vont nous permettre par un certain nombre de procédés et d'utilisation intelligente de la donnée, et ben de tendre vers un planning de plus en plus robuste et dynamique. Le dernière étape, c'est en termes de recommandations, voilà, que l'outil nous permette de nous recommander des organisations au niveau des manques en pièces, par exemple, une allocation plus intelligente en fonction d'un certain nombre de critères. Donc là, je prends un exemple, j'ai 2 modules qui ont un besoin d'une même pièce. Il y en avait un qui était arrivé au premier, je lui ai affecté cette pièce-là, sauf qu'il a d'autres manquants associés qui empêchent le remontage. L'outil, de manière intelligente, va nous dire attention, si tu affectes cette pièce à l'autre module, il a moins de manquants, tu seras capable de le sortir plus vite. Et donc, il va nous orienter et nous aider à prendre une décision peut-être de changement de planning pour satisfaire notre client au lieu de bloquer 2 modules, de pouvoir en livrer un autre à la place ou se dire non, je ne veux pas la libérer tout de suite parce que ce client-là est supplémentaire. Et voilà, c'est d'avoir un outil qui est capable de commencer à nous faire des recommandations qui ne sont pas des recommandations intuitives, on va dire, de nos équipes, voilà, avec des choses qui vont nous permettre de gagner en performance. C'est pour ça qu'on a mis un peu cette flèche d'intelligence artificielle. Voilà, ça c'est vraiment le savoir-faire de Pellico qui nous a aidé à avancer sur ces étapes. Et bien entendu, la construction de cette pyramide, elle s'est faite par étage. On avance pas à pas
Et c'est dans ce but-là que on a avancé et on a mis en place des solutions de manière progressive pour arriver au résultat qu'on a aujourd'hui. Et donc, l'objectif de ce projet, c'est de passer d'un mode où je gère mes urgences, parce que voilà, j'ai mis en place, j'ai mis au montage un module, et en fait, je découvre qu'il y a 3 ou 4 manquants, et mince, sur certains manquants, j'ai même pas commandé la pièce neuve, donc je vais me prendre une semaine d'arrêt, et donc je vais bloquer tout mon atelier, toute ma gate 3, où ils avaient planifié des gens qui vont nécessiter énormément d'énergie pour replanifier, trouver des solutions de backup pour les différentes équipes opérationnelles, à un mode où on va essayer d'anticiper au maximum pour dérisquer le revenu et nos livraisons vis-à-vis du client. Je vais passer dans l'application. Alors, peut-être un petit peu zoomer pour que vous voyez mieux. Voilà. Donc, on rentre dans l'application Pellico qui est donc connectée. Ça, c'est ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure. Donc, le référentiel de données, c'est SAP chez nous, et ça reste SAP. Et donc, Pellico va chercher des données pour tout ce qui existe dans SAP. Après, il y a quelques données qui sont propres à l'application qu'on a mis en œuvre. Mais l'objectif, à chaque fois, c'était de se dire où est-ce que la donnée est dans SAP, comment on la met à jour pour utiliser les Pellico. Donc là, vous êtes sur la partie MRO pour un approvisionneur. Quand il se connecte, il a une vision du WIP, de la couverture des ordres de service, donc qui sont des modules qui sont en cours, et une projection d'OTD. Alors les données sont factices, ont été modifiées, hein, donc j'aimerais bien vous afficher un OTD à 100%, mais voilà, je signale que c'est pas la réalité. Entre le temps de chargement et pour la démo et les données, il y a quelques petits écarts. Mais le point que je veux vous montrer ici, c'est que quand il se connecte, mon approvisionneur, en fait, il a déjà des actions qui lui sont proposées pour travailler et corriger au plus tôt des potentiels bloquants dans le flux de remontage. Et donc, il a des composants manquants qui peuvent bloquer le flux sans commande ou sans réparation lancée. Donc, il a une liste de pièces sur lesquelles, attention, suite au devis technique, on a demandé telle pièce. Sur tel module qui doit livrer à telle date, vous n'avez pas passé de commande et donc vous allez bloquer votre flux. Et donc, tous les jours, il a une routine pour s'assurer que ce nombre de manquants sans commande tombe à zéro. Je passerai sur la troisième. Sur la deuxième, c'est pour vous donner l'étape d'au-dessus. C'est j'ai des manquants avec des dates de livraison qui ne correspondent pas aux besoins clients, mais vous avez en stock dans le shop des pièces used qui pourraient être proposées en échange standard au client pour améliorer et tenir sa date de livraison et de son besoin. Et donc, ça donne une information à l'administration des ventes et au CAM pour aller négocier avec le client, bien sûr, si cette pièce used correspond aux critères du client, pour lui dire, écoutez, on n'a pas de pièce neuve, mais on peut vous proposer une pièce used, et ça nous permet d'améliorer notre date de livraison par rapport à votre besoin. Et donc ça, au lieu de le gérer au moment où on a un problème, qu'on va lui envoyer quelques jours avant sa livraison, en fait, on va vous faire un échange standard pour tenir votre date, et on se met en anticipation et on se met vis-à-vis du client dans une capacité à lui proposer des solutions. Alors, l'autre point, on parlait de confort, d'ergonomie au niveau de l'accès. Donc là, je suis dans une vue où on voit toutes nos familles de pièces. On a une vie synthétique, donc ça, c'est une famille. On sait le nombre de WIP qu'il y a en cours. On voit la couverture par rapport aux besoins du client. On voit l'OTD projeté si je fais aucune action actuellement par rapport à cette famille. Et est-ce que sur cette famille-là, j'ai des devis qui sont bien lancés? Est-ce que j'ai des devis commerciaux qui ont bien été envoyés au client? Est-ce qu'ils ont été acceptés par le client ou est-ce que je suis en attente de réponse? Donc, j'ai choisi cette dernière famille pour vous dire qu'on a un visuel, on parlait de confort, on a un visuel qui est très simple. Alors, je vais vous parler des 3 premiers carrés qui nous dit
alors il y a une petite erreur sur celui-là, mais c'est rouge parce qu'aujourd'hui, la date de livraison que j'ai mis, elle est supérieure à la date du besoin client. Je suis orange parce qu'aujourd'hui, j'annonce une date supérieure à la date de mon besoin client. Donc, si je ne mène pas d'action, je serai en retard vis-à-vis de l'OTD du client. Et je suis vert quand la date de livraison, elle est avant la date du besoin client. En focus sur les composants, je suis vert quand j'ai tous mes composants disponibles. Donc, ça veut dire que ce soit les pièces réparées ou les pièces qui sont en commande, j'ai tout ce qu'il me faut par rapport à la date de besoin client. Et je suis rouge quand j'ai des pièces qui bloquent, qui vont me bloquer pour lancer le remontage et tenir le SD. J'ai une troisième vue là qui est plus parce qu'on avait des soucis pour avoir un certain nombre d'accords clients. C'est est-ce que j'ai fait mon devis commercial? Est-ce que je l'ai diffusé? Et donc, je vous prends un exemple. Non, je ne l'ai pas ici. J'ai envoyé, alors il serait orange si j'ai bien envoyé mon devis vis-à-vis du client, et il serait orange, il est vert quand j'ai eu l'accord du client. Et donc, ça veut dire qu'une fois que je le remonte, je pourrais livrer mon client. Je vais aller regarder donc pour faire le focus sur les manquants. Donc le premier module qui est en retard aujourd'hui. Donc je vois plusieurs choses. Ça marche pas. Je vais faire comme ça. Donc j'ai un certain nombre d'informations sur le module. Je vois bien que j'ai sa cote. Je vois que j'ai demandé des avis FR, c'est les dérogations qu'on a demandées. Je vois qu'elles sont toutes répondues. Je vois que j'ai des ordres de réparation sur ce couvercle. Et j'ai pas de date de fin. Et que la pièce manquante pour relivrer, pour mettre au montage mon module, c'est justement cette pièce qui est en attente de réparation. Et j'ai pas de pièce disponible neuve pour la remplacer. Et donc, pour assurer la livraison en temps et en heure de mon client, il est urgent de prioriser cet ordre de réparation au niveau de ma gate 2. Donc, comme c'est une démo, vous ne voyez pas tous les commentaires qu'il pourrait y avoir sur le côté. Mais en fait, sur chaque module, en fait, on met en filigrane sur ce mur tout ce qui s'est passé et toutes les informations qu'on peut avoir sur ce modèle-là. Et donc, en QRQC sur cette gate 2, c'est quelque chose qui a été vu parce que c'est dans les engagements de livraison de cette semaine pour la gate 2. Et donc, s'il y a moindre aléa, il le traite. Et s'il va impacter le client, il peut l'escalader. Et il y a tout un système d'escalade pour le monter au niveau. Donc là, il y a un petit bouton, je ne vais pas rentrer dedans, mais on peut escalader pour qu'il passe au niveau du QRQC supérieur pour qu'on voit quelle solution et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour couvrir notre client. Sur le deuxième, on voit qu'on avait une dérogation qui a été traitée. On voit qu'il reste encore un couvercle en réparation, mais on voit en plus qu'il y a une date, une pièce qui est manquante, qui est un kit d'obturateur, avec une date prévisionnelle du 15-12. Donc, les données ont été arrêtées, on va dire, semaine 51, et donc il y a des choses qui ont bougé. Donc, clairement, ça veut dire que j'ai une date de mon fournisseur de pièces neuves qui est dans le passé. Donc, si je me plaçais aujourd'hui, c'est côté approvisionneur, il doit y avoir une action pour escalader vis-à-vis des appros, pourquoi on ne l'a pas reçu. Mettre en place un chemin de fer pour pouvoir livrer au plus tôt, pour redonner une date de livraison au plus proche, de redonner la meilleure date de livraison pour qu'on puisse ajuster notre gate 3 en fonction de la livraison de la pièce neuve manquante. Et donc là encore, il y a tout un système pour escalader le point. Soit on le garde en interne, soit l'escalader à son manager, soit l'escalader au QRQC au niveau supérieur. Et donc, vous voyez, au lieu en quelques minutes avec vous, j'ai réussi à balayer en fait au niveau de la gate 2 les deux problématiques que j'ai de l'ordre de réparation sur une pièce, j'ai un manquant, au lieu de passer 1 heure à faire toute une extraction et avoir ces données-là. Et ça, c'est en automatique, ça se remet plusieurs fois par jour, et donc j'ai quelque chose qui est dynamique et qui permet à mes équipes de se concentrer sur les actions qui sont importantes aujourd'hui pour le traitement
pour la performance et protéger mon client, plutôt que de mettre en place tout un système de mise à jour de données pour essayer de ne pas rater quelque chose. Parce que la difficulté, hein, c'est que c'est mouvant. La pièce, elle peut être déjà prise et consommée sur autre chose. Voilà ce que je voulais vous montrer sur l'application. Je vais repasser sur ma dernière planche de conclusion. Donc, en termes de conclusion, je voulais quand même faire un point sur l'expertise de Pelico, hein, donc que ce soit technique sur leur métier et sur la solution qu'ils ont proposée, leur expertise technique de métier, parce qu'ils connaissaient énormément et très très bien le process MRO. Mais ce que je voulais vous mettre en avant, c'était la méthode agile. Vraiment, je ne l'avais jamais vécu. Et grâce à ça, on a très vite déployé une solution. Certes, elle ne répondait pas à tous nos besoins, mais on a pu tester les choses, les vérifier, les modifier, et jouer avec. Et en fait, ça a permis de petit à petit d'amener, de convaincre toutes les équipes opérationnelles de l'utilité, de la qualité de l'outil qu'on était en train de mettre en place. Deuxièmement, en 12 semaines, on avait mis en place quelque chose qui était opérationnel, qui apportait ses premiers résultats. Donc, on n'est pas dans un projet, il faut faire une modification d'SAP où il faut engager pour un groupe Safran des millions d'euros, où il va mettre 1 an à définir un cahier des charges et avoir des résultats. Et de toute façon, on va être obligé de faire avec. Donc, c'était quelque chose de très rapide et qui nous a permis d'avoir des gains vite. En termes de gains, j'ai commencé en premier pour dire que c'est devenu notre référentiel pour toute notre planification, toute la gestion et la communication avec les clients et nos communications entre les différentes équipes. Voilà, personne n'avait son fichier Excel dans son coin. C'est devenu un référentiel. C'est l'outil qu'on utilise aujourd'hui. Derrière, le ROI du chantier de ce projet, en fait, c'était en gagnant sur la productivité des équipes supply chain, on fait face à une augmentation de notre activité. En fait, on a assuré le ROI par l'amélioration de la productivité. On n'a pas eu besoin de recruter des personnes pour faire plus d'activités. Et ça, en un an et demi ou deux, je ne me souviens plus exactement, le ROI il est assuré sur le projet. Et d'un point de vue supply chain, en quelques semaines, on a réduit de plus de 60% nos manquants. Les manquants sans commande, on l'a réduit de 78%, et donc c'est surtout, on les tactait tout de suite, et tous les jours, on les tacte. Et ça, c'est plus pour de la qualité de la donnée. On a réduit de 90% nos commandes de pièces avec une date de besoin dans le passé. C'est l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure dans Pelico, dans l'application. On avait une date qui était au 15-12. Voilà, c'est une date projetée qui était dans le passé. Et ça, en fait, on n'en a plus que quelques-unes. Et c'est quelque chose qui nous permet d'avoir des dates confirmées par nos approvisionneurs et qui nous permet de consolider notre plan de livraison vis-à-vis de nos clients. Donc, c'est un projet qui a été récompensé au niveau de Safran. Donc, chaque année, il y a les Safran Innovation Awards dans la catégorie transformation digitale. Donc, ça veut dire que c'est un lieu où on a partagé cette solution. Ça a été reconnu par les dirigeants de notre entreprise et qui est en cours de discussion vis-à-vis de, pour faire du copier-coller dans les différentes instances de Safran. Et donc, je suis très fier, moi, d'avoir fait intégrer une start-up dans le groupe Safran et très fier des résultats qu'on a pu avoir avec nos équipes opérationnelles sur le sujet. Je vous remercie. Je passe la main à Tariq. Merci, Paul. Alors. Donc, en conclusion, nous, chez Pelico, on pense que les règles du jeu dans la supply chain et dans les opérations ont vraiment changé ces dernières années. En particulier en aéronautique, il y a une vraie crise dans les chaînes d'approvisionnement. Il y a un vrai besoin de résilience et de s'adapter en continu en fonction des aléas qui se produisent. La demande client, on est dans un environnement où la demande client elle est très volatile. Il y a
toujours de l'incertitude sur la demande, sur les volumes de vente, on vit dans un contexte économique qui est très incertain, et donc il y a un vrai besoin là encore, de s'adapter en continu. Il y a une vraie pression sur les coûts et les inventaires. On le voit tous les jours dans les usines. Il y a beaucoup de contextes où les WIP augmentent, où les pièces s'accumulent, où les choses finissent à 80 à 90% pour lesquelles il manque une pièce. Ça a un gros impact cash, et on n'est plus dans un environnement où il y a une abondance de capitaux. Et puis aussi, on est dans un monde où les produits deviennent de plus en plus complexes et évoluent en permanence. Et tout ça fait qu'il y a un fossé opérationnel qui est en train de se créer entre les équipes. Entre des équipes qui continuent à travailler de façon beaucoup plus traditionnelle, à coup de mails, d'Excel, de routines managériales, et qui ont du mal à réagir lorsqu'il y a des aléas qui se produisent. Et puis des équipes qui digitalisent leurs opérations, qui sont en capacité en fait de surveiller en temps réel leurs points de blocage, de réagir beaucoup plus vite et de prendre des décisions de meilleure qualité. Pour vous donner un ordre d'idée et pour partager un chiffre, durant les 15 dernières années, il y a 52% du Fortune 500, donc des 500 plus grandes entreprises du monde, qui ont disparu, qui n'existent juste plus, alors que ça faisait partie des plus grandes entreprises du monde. Et donc, la mission qu'on s'est donnée, nous, Pelico, c'est essayer de combler justement ce fossé opérationnel pour les équipes en usine, les aider en fait à passer ce gap en termes de qualité d'exécution. Et on pense que pour régler ce fossé opérationnel, l'une des clés de réussite sur les prochaines années, c'est justement donner des super pouvoirs aux équipes opérationnelles sur le terrain, les responsabiliser encore plus, et que la réussite passera par la digitalisation des opérations. Voilà pour moi, et puis ravi avec Paul et François de répondre aux questions éventuelles. Alors justement, je vais vous challenger un petit peu. Comme j'ai énormément de questions, on va essayer, pour tenir le timing, d'être concis. Alors, j'ai une première question. Comment mesurez-vous les résultats, soit en termes de performance ou de morale des troupes? Moi, je peux donner la réponse. Donc déjà, on a mis un certain nombre d'indicateurs avec l'application qui nous donne, en fonction de nos différents besoins, des résultats de manière quotidienne ou hebdomadaire. Donc ça, c'est pour les métriques. Et en termes d'adhérence ou de morale des troupes, en fait, au démarrage du projet, Pelico nous a proposé de regarder les connexions qu'il y avait entre les différentes équipes pour voir le taux d'adhésion du personnel et des équipes opérationnelles à l'application. Et en fait, on a vu que ça a été de manière exponentielle. Donc après, on a arrêté l'utilisation de cet indicateur-là. Et clairement, en termes de morale, quand vous concentrez les gens sur leurs compétences, leurs valeurs ajoutées qu'ils apportent à l'entreprise, plutôt que faire des extractions dans le fichier Excel ou des extractions des SAP pour donner la vision sur une famille, je trouve que ça est beaucoup plus gratifiant. Ils sont beaucoup plus performants, et donc ça augmente leur morale. Je fais ça comme ça. Ok, donc j'ai une deuxième question. La mise en place d'un tel outil, en plus de la formation outil, a dû demander un important effort d'accompagnement aux équipes dans l'accompagnement au changement des pratiques. Par rapport aux 12 semaines de mise en place de l'outil, quel a été le délai pour que les équipes s'approprient à 100% le nouveau mode de fonctionnement? En 12 semaines, on a basculé, donc c'est sûr, on avait une équipe restreinte au démarrage. Donc c'était un peu l'équipe projet avec les représentants de chacun des métiers. Et à partir des moments où on a décidé de basculer, on a formé les différents utilisateurs. Donc ça, de manière progressive. Et en fait, c'est le résultat, c'est le fait les fonctionnalités d'outils et les gains associés à l'outil qui ont permis de faire la bascule avec les uns les autres. Peut-être pour rajouter un petit point là-dessus. Ouais, je disais. Et donc ça fait partie un peu de la philosophie de l'outil. En fait, on ne va pas aller chercher, en tout cas pas au démarrage, à demander aux équipes de faire des nouvelles choses. Donc c'est des choses qui vont s'inscrire dans les rituels et dans les routines quotidiennes, dans les questions que se posent tous les matins
les équipes opérationnelles en arrivant. Et donc Pellico va juste y répondre en instantané, leur donner plus d'informations. Et donc ça s'inscrit assez naturellement en fait dans les schémas de pensée des équipes. Et c'est petit à petit qu'une fois que ces premières briques, comme l'indiquait Paul, qu'elles sont en place, c'est là qu'on va rajouter des nouvelles choses. On va rajouter des recommandations, on va rajouter la capacité à simuler des plannings différents et à comparer des scénarios sur l'impact client, etc. Mais comme ça n'impacte pas la façon de réfléchir et les rituels des équipes, c'est un outil qui rentre très facilement dans le quotidien. Je vais rajouter quelque chose. Ouais, je pense que par quand même, rapport à... Oui. Vas-y, Paul. Non, juste, c'était pour dire, 3 mois après, il n'y avait plus de questions sur l'utilisation de Pellico dans l'ensemble des équipes opérationnelles, après la mise en œuvre. Et je vais rajouter quelque chose. Donc, en fait, ce qui est peut-être difficile à comprendre pour les entreprises qui n'ont pas été confrontées au déploiement de ce genre de solution, et par rapport à ce qu'elles ont vécu avec d'autres types d'outils, c'est que dans le cadre de Pellico, c'est vraiment la traduction, et ça facilite énormément les choses, c'est la traduction dans un outil, donc l'automatisation, de process existants. Et donc, on retire finalement tout ce qui est gênant, tout ce qui fait perdre du temps, tout ce qui n'apporte pas grand-chose. Mais c'est vraiment la traduction, et c'est la vraie force de Pellico et des équipes de Tariq, c'est de se mettre à côté des opérationnels pour comprendre ce qu'ils font, pourquoi ils le font, et le traduire dans la solution. Et donc, partant de là, les dimensions de formation, d'accompagnement au changement, etc., sont énormément facilitées. OK. Quels sont les verrous qu'il a fallu faire sauter et quels leviers pour réussir? Côté Safran, il y a eu tout un verrou DSI. Voilà, on est passé par quelque chose qui était connecté à SAP par des clouds. C'était nouveau chez STS, donc ça c'était un gros verrou qu'il a fallu faire sauter et rassurer. Et en termes de conduite du changement vis-à-vis des équipes, eh ben, on est habitué à son fichier Excel. Hein. On est habitué à faire ces extractions. On est dans une routine qui nous sécurise. Et comme tout changement, il a fallu rassurer, accompagner les équipes dans la bascule. Et après, et une fois qu'on leur a expliqué qu'ils ont vu et qu'on les, pour certains, un peu bousculé, forcé un peu pour qu'ils rentrent dedans, on a vu ça a levé la majorité des verrous. En fait, ça s'est fait de manière assez naturelle. Avez-vous des exemples d'application de Pellico hors MRO dans un contexte de production de petites séries? Alors, j'imagine que c'est pour moi. Donc la réponse c'est oui. Donc Pellico est utilisé dans plein de contextes, beaucoup en aéronautique, principalement dans des contextes de série. En aéronautique à plus de 80% avec 20% de MRO, mais c'est aussi utilisé dans d'autres industries comme le luxe, comme les dispositifs médicaux et donc à titre anecdotique, l'aéronautique n'est pas la seule industrie où il y a des gros problèmes de manquants. Quand on fabrique des montres, par exemple, c'est très très compliqué. Il y a beaucoup de fournisseurs, beaucoup de pièces, beaucoup de niveaux de nomenclature, et ils sont encore moins fiables qu'en aéronautique. Donc la réponse est oui. C'est surtout utilisé en série et encore plus qu'en MRO. J'enchaîne les questions parce qu'il y en a plein et ça va être. Les systèmes d'information sont souvent constitués de briques hétérogènes, donc des ERP associés à de l'Excel, de l'Access. Dans ce contexte d'hétérogénéité, une solution de type Pellico peut-elle être implémentée sans avoir au préalable à refondre la totalité du système d'information? Alors j'imagine que c'est pour moi. Donc merci pour la question, Philippe. Ben justement, c'est tout l'intérêt de déployer une solution comme Pellico. C'est justement le fait que la donnée est hétérogène, qu'elle est dans plein d'endroits et que ça demande et qu'il faut aller tout harmoniser et que justement toucher à ces systèmes, à ces briques de base comme les ERP, les MES, c'est des systèmes lourds, c'est des projets qui prennent en années. C'est là qu'il y a un intérêt en fait à aller juste piocher la donnée, la mettre en cohérence, l'enrichir par des algorithmes de façon très rapide. Et donc c'est dans ces contextes-là que mettre en place Pellico prend tout son sens. Et dans la plupart des déploiements, donc il y a des données qui viennent de l'ERP, de fichiers Excel, des données qui existent directement dans Pellico, etc.
Alors, j'ai une question un petit peu complémentaire, qui a déjà trouvé en partie réponse. Vous avez dit que vous allez récupérer les données dans SAP. Cela veut-il dire que vous allez chercher les données dans la base de données qui fait tourner le ERP? Comment vous faites pour vous adapter ou extraire les données sur un autre type d'ERP? Et dans tous les cas, Pellico est-il une retranscription des données dans l'ERP? Donc, effectivement, donc nous c'est notre métier en fait, manipuler des données, des informations. Et c'est notre métier d'aller récupérer cette donnée là où elle est et là où elle existe. Donc on dispose en fait, on a un certain nombre de briques technologiques qui nous permettent d'aller récupérer ces informations dans les différentes bases de données, de ERP type SAP ou autre. On a des déploiements où il y a d'autres ERP, Infor, M3, FortShift, etc. Oracle, Dynamics. Et donc, est-ce que Pellico est juste une retranscription de ces données? En tout cas, les données brutes viennent des systèmes d'information. Et pour vous donner un exemple, pour répondre à la question quelles pièces vont me manquer pour faire ma production la semaine prochaine, faut déjà croiser les informations qui viennent d'au moins 7 endroits différents, entre des ordres de fabrication, des nomenclatures, des commandes fournisseurs, des stocks, des transferts de stocks en cours, des lead time logistiques. Et donc toutes ces informations, elles sont un peu disparates. Et la valeur ajoutée de Pellico, c'est d'abord de les mettre en cohérence, ensuite de les enrichir en calculant un certain nombre de choses, en projetant par exemple des lead time pour dire on va pas livrer le client à l'heure, on va être couvert, et puis les enrichir aussi par des solutions. Quand on est bloqué, on sait qu'on ne va pas pouvoir produire mardi prochain, il y a un algorithme qui va nous dire quelle est la prochaine date automatique de réordonnancement possible, quelle est la meilleure allocation possible de nos pièces, etc. Donc voilà, donc la valeur ajoutée, c'est d'abord mettre en cohérence ces informations, les enrichir et proposer des solutions aux équipes. Une question probablement pour François. Comment rassurer les DSI, tout particulièrement lors de l'introduction de solutions qui sortent du monde des grands éditeurs tels que SAP, Dassault Systèmes ou autres? Alors, on a traité ça, mais on a traité ça plusieurs fois avec Tariq. Je ne sais pas, Tariq, comment on s'y est pris. Je pense que ça demande pas mal de temps au démarrage. Je crois que Paul l'a souligné tout à l'heure. Ça demande d'être assuré, ça demande d'expliquer comment fonctionnent les architectures, comment elles sont protégées, comment on gère les accès. Et puis, en parallèle de ça, je crois que le travail qui est fait avec les opérationnels les opérationnels poussent aussi, parce qu'une fois qu'ils ont compris en fait l'intérêt de la solution par rapport à leur solution type ERP, etc., bah, ils vont aussi aider, ils vont pousser, et puis dans certains cas, et assez souvent, ça finit par fonctionner. Et c'est ce qu'on a fait avec Tariq, je peux vous dire, dans des environnements aéronautiques plutôt très sécurisés, très complexes, et on y arrive. Ça demande de la persuasion, probablement. Je ne sais pas, Tariq, si tu veux rajouter quelque chose. Oui, bien sûr. Donc ça demande de la persévérance, surtout au niveau organisationnel. Après, il y a Pellico, donc on est quand même équipé pour avoir un certain nombre de conversations qui demandent du fond. Donc par exemple au sein de Safran avec Paul et ses équipes, donc on a dû passer en comité d'architecture. On avait tous les éléments. Il a fallu montrer et démontrer comment Pellico répondait aux 293 pages d'exigences sécurité. Et donc c'est des sujets qu'on connaît, qui sont identifiés chez nous et pour lesquels on est équipé. Et ça devient de plus en plus facile, puis, étant donné que plus il y a d'organisations qui mettent leur tampon, plus ça devient une formalité, on va dire. Mais en tout cas, d'un point de vue sur le fond, on est équipé pour avoir ces conversations-là, à la fois en termes d'architecture, de sécurité, etc. Allez, en un temps record, on s'accorde encore 2 questions et puis après, il sera temps de souhaiter un bon appétit à tout le monde. Une question concernant la data au plus près de l'action, c'est les équipes du MRO Shop ont-elles des servantes ou outils intelligents de type RFID ou autre pour tracer les outils moyens quelconques, quoi. Alors, à STS, pas encore. C'est des choses qui étaient dans les projets. On voulait déjà le faire sur les modules quand ils rentraient
pour mettre un suivi, un tracking pour le lier au suivi de la performance opérationnelle et faire de l'affichage dans les différents ateliers. Mais on n'en est pas encore là et c'est des choses qui sont identifiées dans nos roadmaps 4.0 au niveau du shop. Super. Et allez, la dernière pour la route, quelles perspectives non imaginées au départ du projet vous sont aujourd'hui offertes par ce nouveau mode de fonctionnement? En fait, qu'est-ce qu'on a découvert en plus que l'on avait peut-être même pas imaginé au départ? Et ben, peut-être la première chose, c'est qu'on a découvert qu'on pouvait mettre SAP à jour et qu'on pouvait avoir des données qu'on pouvait utiliser pour avoir de la performance. Ça, c'était déjà une première découverte pour nos équipes. Et derrière, je pense que ça a changé notre manière de voir, voilà, de concevoir le métier de supply chain au niveau du shop, se concentrer sur des vrais problèmes. Donc ça, c'était un point qui était un deuxième point. Et le troisième, c'est que ça nous a ouvert d'autres perspectives en termes de progrès. Voilà, on a tanké derrière comment travailler dans l'organisation de nos ressources. C'est quelque chose qui a été lancé avec Pelico derrière pour aller encore plus loin dans la gestion des données. Et donc ça a ouvert en fait dans le shop comment l'exploitation de la donnée et l'intelligence qu'on peut y mettre peut apporter, faciliter les opérations. Bien, ben écoutez, merci beaucoup. Il est temps de se quitter et de remercier tous nos intervenants pour ce partage fort inspirant. Bon, vous l'avez compris, hein, il n'existe pas de baguette magique. Si on n'a pas son équipement, si on n'a pas sa matière, il suffit pas de taper dessus pour le faire apparaître. Mais par contre, moyennant de l'organisation, moyennant des routines de métier, ben justement, on peut avoir des résultats très probants. Et je crois que l'exemple d'aujourd'hui en a été un brillant témoignage. Donc, merci encore une fois à tous pour votre participation. Vous êtes encore près de 90% encore connectés. C'est donc que le sujet fait sens. Et on vous dit donc à très vite pour de nouveaux sujets d'actualité. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Merci. Merci à tous.